Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à HelloFresh. Donc avant de commencer, un petit rappel d'usage, je ne suis pas conseiller financier, donc la vidéo qui va suivre est ici purement éducatif. Voilà, sachez que ce n'est en aucun cas un conseil en investissement ou ne pas investir. À vous de faire votre propre analyse. Après ce petit rappel d'usage, on va donc s'intéresser à HelloFresh. Donc on va s'intéresser sur le plan habituel, on va présenter le business de l'entreprise, on va se pencher sur les comptes. La concurrence, ça va être vite vu parce qu'il n'y a pas d'entreprise de comparable de ce niveau-là. Les perspectives de développement, une petite note d'analyse technique et on essaiera de conclure. Alors, on s'intéresse donc à HelloFresh. Donc HelloFresh, c'est une entreprise qui est une large cap, dont le siège social est basé en Allemagne. La capitalisation actuellement est de 14 milliards. Elle est rattachée à l'indice MDAX, qui n'est pas le DAX avec les plus grosses capitalisations. C'est un peu l'équivalent du SBF 120 en Allemagne. Si on essaie de la classifier selon Peter Lynch, c'est une fast grower. Elle appartient à la catégorie. Alors, il y a j'ai trouvé deux niveaux de classification. Soit elle est rattachée à la consommation non cyclique et plutôt à la branche alimentation. D'autres la classent plutôt comme une consommation cyclique et plutôt à la branche restauration. On verra que c'est une entreprise un petit peu entre les deux. Alors pourquoi je me suis intéressé à cette entreprise? Parce que je recherche à investir dans des entreprises fast grower et au sein de l'enveloppe PEA, il y a assez peu d'entreprises qui pourraient correspondre à cette définition sur le marché européen, ou en tout cas, lorsqu'elles existent, elles sont en général très bien valorisées. Donc je me suis penché un petit peu plus sur cette entreprise pour voir s'il y avait une opportunité d'investissement. Actuellement, moi, je suis pas actionnaire, mais je m'intéresse, et en tout cas, elle est dans ma watchlist. Donc maintenant, si on s'intéresse donc à son business model, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle livre sous forme d'abonnement des paniers de courses avec des recettes associées et pour que cela corresponde à peu près une semaine de courses et de plats. Bon, il y a différentes formules en fonction du nombre de personnes, des préférences gustatives, de préférences alimentaires, si on est veggie ou pas, enfin ce genre de choses. Elle a il y a plusieurs sous-catégories avec à chaque fois une, un niveau de prix. Il y a le Everyplate la branche plutôt bas de gamme, et l'Ofresh qui est sa principale branche, mais qui est voilà, qui classe en affordable premium, donc en intermédiaire. Et puis après, il y a Green Chef propose des formules plus spécifiques. Voilà. Et il y a aussi une branche qui est Factor, qui est une entreprise qu'ils ont rachetée, qui est un petit peu différente, car là, c'est la livraison de repas déjà tout préparé. Hein. Donc là, si on extrait ça de leur présentation, on voit que elle se différencie. En tout cas, c'est pas tout à fait une branche de supermarché. C'est pas non plus du Uber Eats ou du Deliveroo avec des plats déjà tout préparés. C'est probablement un petit peu un mélange des deux. Il reste à cuisiner et du coup, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est à la fois très facile d'utilisation parce que c'est livré à domicile tout préparé, il n'y a qu'à suivre la recette. Et c'est sans doute en tout cas c'est bien meilleur marché euh, que, que des systèmes comme Uber Eats par exemple. Voilà. Euh, voilà un petit peu leur positionnement en termes de business. Donc quelque chose d'un petit peu hybride entre les courses et le plateau préparé. Bon, voilà. La deuxième élément mis en avant dans leur présentation, c'est que contrairement aux magasins au supermarché, en fait, eux, ils font en fait, ils prennent leur marge sur plusieurs éléments, donc à la fois la marque, donc, puisqu'ils ne travaillent pas avec
des fabricants autres, comme Nestlé ou autres, que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Ils prennent leur marge de distributeur comme un supermarché, et ils jouent aussi le rôle de grossiste. Donc tout cela permet de faire, c'est donc tous ces métiers en un qu'ils font, et donc sur la présentation, ils visent une marge d'EBITDA qui est plus élevée par rapport à la vente de supermarchés qui est d'environ 5%. Là, ils ont plutôt un objectif de marge d'EBITDA à 15-20%, donc un business à la fois plus profitable. Si on s'intéresse à la répartition géographique, on voit que c'est une entreprise qui est bien implantée aux États-Unis, avec environ 55% du business en 2020 qui était fait là-bas, et 44% international. Alors international, grosso modo, c'est l'Europe, l'Australie et je crois la Nouvelle-Zélande. Donc des marchés de pays occidentaux. Mais avec voilà, une implantation essentiellement, enfin un gros marché aux États-Unis. Donc ce que vous voyez, c'est que HelloFresh, qui est sa marque principale, elle est implantée dans tous les pays, que les marques plus spécifiques sont implantées uniquement aux États-Unis, et puis petit à petit, on voit qu'ils veulent implanter des nouvelles marques sur des nouveaux marchés géographiques, comme EveryPlate qui a été implanté au Canada, qui est donc la version la plus abordable de leur business. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise. Alors pourquoi je m'y intéresse? Parce que on voit que c'est un business, en tout cas une entreprise qui est en forte croissance, hein. Alors là, je suis parti sur les chiffres des résultats trimestriels du deuxième trimestre 2021. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comparé au deuxième trimestre 2020. Et comme vous le savez, on était en pleine pandémie mondiale en Europe et aux États-Unis. Et ça a mis un énorme coup de boost à ce type d'entreprise. Mais on voit que malgré on peut dire, trimestre qui peut être considéré comme un trimestre de référence, et bien le business est toujours en croissance. Donc avec une croissance des consommateurs actifs de 80%, avec une petite diminution de nombre de commandes par client, mais aussi dans une période où on est en période de déconfinement, hein. Donc c'est pas non plus c'est pas un business qui s'écroule post-déconfinement. Et la valeur de commande se maintient grosso modo. Donc un business en croissance avec malgré la période des confinements. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les résultats de cette entreprise. Donc on voit que sur le business et sur les projections, on voit que le chiffre d'affaires est attendu avec une croissance importante. Une stabilisation, on va dire, de ces marges opérationnelles euh, et nettes, qui était probablement, enfin pour lequel il y avait des résultats un petit peu exceptionnels dans l'année 2020, et donc une profitabilité qui risque de se stabiliser dans les années à venir. En tout cas, pas d'amélioration à attendre de ce côté-là, semble-t-il. Alors si on s'intéresse justement à la profitabilité, en 2020, on a une marge brute à 66%, une marge opérationnelle à 11,6%, une marge nette à un peu moins de 10%, et après des chiffres opérationnels qui sont spectaculaires: un retour en equity à 81%, un retour en asset à plus de 35% et un ROIC à plus de 54%, donc vraiment des chiffres excellents, et en termes de profitabilité, des chiffres qui sont meilleurs que les chiffres de la grande distribution. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Alors moi je me pose toujours la question dans toutes les entreprises sur lesquelles je souhaite ou j'investis, c'est possède-t-elle un mode, c'est-à-dire un avantage compétitif durable. Si ça vous intéresse un peu plus, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, que vous trouverez sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller à la voir. Donc à mon sens, il y a peut-être un mode qui serait dans l'efficience opérationnelle. En tout cas, du fait de sa taille critique, elle a pu développer tout un système d'entrepôt et de distribution dans les principales villes, notamment aux États-Unis. Et c'est probablement
son avantage par rapport à des challengers de plus petite taille actuellement. Après, moi, à mon sens, il n'y en a pas d'autres. Mais voilà, donc moi je dirais qu'il y a un petit avantage en termes d'efficience opérationnelle. En termes de situation bilancielle, donc on a un ratio dette sur equity à 0,43, donc tout à fait acceptable, un leverage donc un dette sur EBITDA à 1,9, mais on ne tient pas là dans ce résultat de la dette nette, puisqu'il y a une position de cash très positif, qui fait que finalement c'est une entreprise extrêmement peu endettée. La liquidité est bonne avec un current ratio à 1,66, donc une situation bilancielle bonne, voire très bonne. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse au free cash flow, on voit d'abord que c'est une entreprise profitable qui est capable de délivrer malgré une forte croissance, et contrairement à d'autres entreprises, on verra ça plus tard, un free cash flow positif qui était en 2020 à 550 millions. Alors, bien évidemment, on peut dire que c'est l'effet Covid et que l'année 2020 était une année exceptionnelle. C'est probablement vrai, mais elle avait déjà pu délivrer des résultats de free cash flow positifs aussi en 2017. Et en tout cas, voilà, on a une position de cash à la fin du deuxième trimestre 2021 avec environ 930 millions d'euros de cash disponible. Donc une entreprise qui est aussi capable là de faire sans doute des acquisitions ou en tout cas de financer sa croissance organique. Alors maintenant, bien évidemment, ce qui suit ensuite, c'est ses intérêts à sa valorisation. Donc actuellement, elle a un price earning ratio qui est à 36, un P qui n'est pas calculable selon la façon dont je le fais. Donc en général, moi, ce que j'utilise, c'est le passif, enfin la moyenne des 5 dernières années en croissance de earning per share. Donc là, effectivement, on n'a pas le recul nécessaire sur cette entreprise pour pouvoir avoir un chiffre valable. Bon voilà, après si on s'intéresse aux autres valorisations, on a un price to cash flow qui est à 22, un peu au-dessus de 22. Bon, le price to book pour ce type d'entreprise, c'est pas forcément très très intéressant. Un price to sell à 2,8, un VE sur EBITDA à 23,5 et un VE sur chiffre d'affaires à 3,7. Donc une entreprise qui est correctement valorisée, mais pas non plus avec des valorisations stratosphériques par rapport à d'autres types d'entreprises. On regarde ça un peu plus tard. Alors moi, vous savez, j'essaye toujours de définir des points d'entrée selon ce qu'on peut appeler de la valorisation intrinsèque. Alors c'est pas la méthode des CF. L'idée ici, c'est de partir du earning per share, notamment de 2020, d'appliquer à ce earning per share un taux de croissance avec différents scénarios, donc avec des scénarios plus ou moins optimistes, et un niveau de valorisation terminal, c'est-à-dire un PER terminal. En fonction de ces deux paramètres, ça me donne une valorisation terminale que j'obtiendrai dans 10 ans. Et donc par exemple dans cet exemple-là, à partir de ce chiffre-là, j'essaye de déterminer donc mon point d'entrée en fonction du retour sur investissement que j'attends. Donc en général, pour la plupart des investissements, j'attends un retour sur investissement d'un peu plus de 10%. Donc sur le premier scénario, avec un scénario on va dire moyen, avec un taux de croissance de earnings per share à 15% et 10% après 5 ans, et un PER terminal à 18, donc un scénario, ça dépend comment on le détermine, mais moi je définirais moyen. Vous voyez qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on rentre autour des 50 euros si on veut un retour sur investissement de 10% par an. Si on est plus optimiste, donc un taux de croissance des bénéfices à 25 puis 15% et un PER terminal à 20, on peut rentrer à 100 euros, un peu plus de 100 euros pour avoir un retour sur investissement à 10%. En revanche, si on est plus pessimiste, 10% de earning per share puis 5% avec un PER terminal à 15, vous voyez qu'on a un point d'entrée à 26 euros. Donc après, je modère un petit peu ces différents scénarios en fonction de probabilité de survenue. Alors j'essaye toujours dans ces scénarios d'être un peu plus conservateur, ça me permet d'avoir une marge de sécurité. Alors c'est pas des chiffres que je prends forcément toujours pour autant, mais c'est pour avoir une idée de la valorisation et à quel niveau éventuellement on peut trouver que le niveau est très satisfaisant ou pas en entrée, ou si on a une marge de sécurité ou pas. Donc voilà mes propositions de scénario.
Bon, si on s'intéresse rapidement à la politique de redistribution, comme c'est entreprise de croissance, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de rachat d'actions, on est vraiment dans une entreprise qui réinvestit ses bénéfices dans sa croissance. Alors si on s'intéresse à la concurrence, alors comme je l'ai dit en préambule, il n'y a pas d'entreprise équivalente de cette taille-là qui est cotée en bourse. J'avais trouvé une petite cap, enfin une small cap aux États-Unis, mais qui n'est pas profitable, donc je ne trouvais pas ça très pertinent de la comparer. En tout cas, il faut savoir que HelloFresh est quand même une entreprise extrêmement leader dans ses différents marchés, hein. Aux États-Unis, sur ce marché-là, c'est plus de 55% du marché total, donc vraiment une position totalement dominante. Alors, je l'ai comparé avec des entreprises qui ne sont pas du même secteur, mais pour avoir un niveau pour voir à quel point elle est à mi-chemin entre des business bien sûr différents et des niveaux de profitabilité différents. Donc, je l'ai comparé d'une part à un service de livraison de repas à domicile. Donc, j'ai pris Deliveroo Hero parce que ouais, c'est une entreprise qui est aussi cotée en Allemagne avec un coté en euros, donc je trouvais ça intéressant. Et j'ai comparé avec une entreprise de distribution comme Carrefour. Alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut puisqu'elles ne sont pas du même secteur, mais c'est une fois de plus pour relativiser les niveaux de valorisation et voir un petit peu de quoi on parle. En termes de capitalisation, on voit qu'on a donc une entreprise qui est plus lourde que Carrefour, hein, en termes de capitalisation. En termes de chiffre d'affaires, vous voyez qu'on est à 3,8 milliards pour HelloFresh et 72 milliards pour Carrefour, donc chiffre d'affaires bien plus important, mais avec bien sûr une marge nette, enfin une marge opérationnelle qui n'a rien à voir entre les deux. Alors, vous avez Carrefour des marges qui sont extrêmement faibles, marge brute à 21%, marge opérationnelle à 3%, une marge nette inférieure à 1%, donc un business très peu profitable avec un retour en equity à 6,5%. Donc vraiment une entreprise peu profitable avec en plus, si on regarde la croissance des bénéfices, celle-ci est plutôt en décroissance, une entreprise qui est aussi un peu endettée avec un leverage à 1,6, donc une entreprise en décroissance et peu profitable, qui explique des niveaux de valorisation plus bas avec un PER à 13 et un VE sur EBITDA un peu plus de 5. Et voilà. Si on la compare avec Deliveroo Hero, pardon, pas Deliveroo, mais on se rend compte que c'est une entreprise là qui est bien valorisée puisque la capitalisation est de 28 milliards pour un chiffre d'affaires de seulement 2,4 milliards, donc inférieur à HelloFresh, en sachant, et c'est ça que je trouve toujours intéressant à comparer là pour le coup, c'est que c'est une entreprise qui n'est pas profitable à ce jour. Donc par rapport à HelloFresh, vous avez une entreprise qui est en croissance, qui est profitable et qui a du cash flow positif. Et en sachant que si on s'intéresse à la VE sur chiffre d'affaires, on voit bien que HelloFresh est mieux positionné. Donc après, bien sûr, tous les critères pour Deliveroo Hero de profitabilité ne sont pas pertinents. Et on voit, donc si on s'intéresse simplement à la croissance des bénéfices sur 5 ans, alors on ne les a pas, c'est une entreprise trop récente ou pas encore profitable. Si on s'intéresse uniquement aux ventes, vous voyez que HelloFresh, en moyenne, elle a progressé 65% sur les 5 dernières années, contre 71% pour Deliveroo, donc des profits de croissance équivalents, mais la différence c'est que là vous avez un business qui est, qui est, qui est, euh, qui est, qui est profitable. Voilà, en tout cas, c'est pour avoir des points de repère, même si il n'y a pas de comparaison à proprement parler intra-secteur, bien évidemment. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse aux perspectives de développement de cette entreprise, donc comme je l'ai dit en préalable, on voit, si on s'intéresse aux résultats du dernier trimestre, que c'est une entreprise qui propose des résultats intéressants malgré un, un trimestre de référence qui était le deuxième trimestre de 2020 en confinement mondialisé. Donc une croissance importante des consommateurs actifs, hein. On est passé de 4,2 à 7,7 au deuxième trimestre 2021. Un nombre de commandes qui a légèrement décru sans s'écrouler et une valeur moyenne qui a là aussi légèrement décru mais sans non plus s'écrouler. Donc si on s'intéresse aux perspectives de développement, on a une extension donc, géographique de ces business. Donc HelloFresh est lancé en Norvège, Green Chef, donc des menus plus spécifiques,
arrive sur le marché anglais. Voilà. Ce développement, l'entreprise a donc rehaussé ses objectifs avec une petite diminution de ses objectifs de marge d'EBITDA parce que les revenus de croissance sont sans doute beaucoup plus élevés qu'atteints. Donc par exemple pour 2021, ils attendent des chiffres de vente en croissance de 45 à 55%. Et on voit que par rapport au dernier trimestre, à chaque fois, les objectifs ont été rehaussés du fait des résultats entre guillemets meilleurs qu'attendus. On voit aussi que comme je vous l'ai dit, au-delà du nombre avec le nombre de consommateurs, on voit que les revenus sont en croissance de 60% versus le deuxième trimestre de 2020, qui une fois de plus est un benchmark intéressant, et une marge opérationnelle qui diminue seulement de 0,3% et qui se maintient bien, malgré une croissance importante. Alors, un des éléments importants, c'est que vous avez probablement une pénétration du marché qui n'est pas encore complète, puisque seulement entre 3 et 4% des, des, des foyers des marchés sur lesquels l'entreprise est implantée ont été consommateurs de ces produits, et donc probablement une marge de développement importante. De la même manière, elle sort sur un méga trend important avec un pourcentage de commandes dans l'alimentation et les boissons qui est attendu en forte croissance sur les années à venir, hein. Actuellement, environ 4% des foyers américains commandent de la nourriture et des boissons via Internet, et ce chiffre est attendu à plus que doubler d'ici 2025. Donc, en plus, c'est une entreprise qui sur le fond, surfe sur un méga trend. Donc voilà, ce que je vous disais aussi, c'est que dans ces marchés, elle est largement leader, hein. Plus de 55% aux États-Unis, maintenant elle approche 50% en Angleterre, plus de 50% au Canada. Largement largement leader sur ces marchés. Voilà. Donc une petite note d'analyse technique maintenant. Donc là vous avez le cours de bourse de l'entreprise en chandelier japonais avec des chandeliers japonais en quotidien. On voit qu'elle est dans un canal haussier depuis un petit moment, qu'elle respecte bien. Là on voit qu'elle a récemment pas mal corrigé, mais tout en restant dans son canal. En tout cas, elle va toucher le bas du canal, et donc toute la question c'est de savoir si elle va rebondir, en sachant que ça pourrait être un niveau intéressant, car à la fois on voit qu'il y a potentiellement une zone de support au niveau de cette zone, puisqu'elle avait fait fonction de résistance par le passé autour des 76-78 euros, et qu'on se rapproche de la MM200 que vous avez en bleu, MM200 exponentielle, qui pourrait frôler le bas du canal en fonction de là exactement où on pose ce canal. Donc potentiellement, si on veut faire du trend following, un point d'entrée qui pourrait être actuellement intéressant. Donc maintenant, on va conclure. Je vais essayer de conclure sur l'analyse de ces entreprises. Donc comme vous le savez, ou comme si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, j'ai tendance à faire une petite checklist avant de conclure. Donc pour garder les pieds sur terre. Donc l'idée, c'est est-ce que je comprends le business model? Grosso modo, oui. Voilà, c'est une entreprise qui vend des kits à repas tout prêt à domicile afin de chanter les supermarchés entre guillemets, et donc du coup en proposant des repas frais, de qualité, abordables semble-t-il, et eux d'avoir une marge de profitabilité meilleure, puisqu'elle contracte plusieurs métiers en un. Alors est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Probablement que
ce genre de business sera toujours là. La question c'est est-ce que ça sera HelloFresh qui sera leader ou super leader dans ce business-là? Ça c'est toute la question. Je ne sais pas, c'est encore un marché, me semble-t-il, balbutiant où de grands acteurs peuvent rentrer pour disrupter le marché. Donc moi, à titre personnel, je ne suis pas consommateur des produits, j'ai jamais testé, donc j'ai pas d'avis sur la qualité des produits en tant que consommateur. Le nouveau frigo, c'est un des conseils de Peter Lynch qui dit qu'il faut, avant d'investir sur une entreprise, se pencher un peu plus sur la boîte que sur l'achat de votre prochain frigo. Donc là, effectivement, on peut dire que c'est le cas avec cette vidéo. Oui, donc comme je le disais un peu avant, c'est une entreprise qui peut éventuellement se faire disrupter. On peut imaginer qu'un des géants du e-commerce pourrait lancer un business équivalent ou une entreprise de distribution comme Walmart qui chercherait à se digitaliser en offrant une offre un petit peu différente, viendrait concurrencer directement cette entreprise en sachant que pour l'un comme pour l'autre, elles ont déjà des réseaux de distribution déjà bien implantés, alors que bien sûr qu'il faudrait adapter à la distribution alimentaire, notamment pour Amazon. Alors ça peut être d'ailleurs un aspect spéculatif. Bon, j'en dirai un mot en conclusion. Donc est-ce que c'est une entreprise qui a un moat? Alors j'ai dit qu'elle avait peut-être une efficience opérationnelle, mais pour moi, si on doit dire qu'elle a un mode, c'est sur cet aspect-là. Après, est-ce que c'est un mode très fort? Je sais pas. C'est toute la question. En tout cas, pour moi, c'est pas un mode extrêmement fort. Et donc là, pour le coup, je retiens pas cette qualité au final. C'est une entreprise qui est en forte croissance. Donc ça, effectivement, c'est validé. Le petit bémol, c'est que, comme beaucoup d'entreprises en croissance, ce qu'elle a tendance un petit peu à diluer ses actionnaires avec quand même une augmentation du nombre d'actions en circulation qui est loin d'être négligeable. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas totalement négligeable. Et pour moi, c'est pas un potentiel debugger avec une analyse au doigt mouillé. Donc voilà, ça me paraît compliqué qu'une entreprise comme ça pèse 150 milliards de dollars, même à 10 ans. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, il faudra qu'elle soit extrêmement leader et implantée dans beaucoup de pays. Je suis pas sûr que toutes les. Que, voilà, même s'il reste une grosse marge de pénétration des foyers, de là à dire que 80% des foyers vont consommer chez HelloFresh, ça j'en doute. Voilà. Donc en conclusion, donc c'est une entreprise qui est profitable. Donc pour une entreprise en croissance, c'est déjà pas mal, hein, puisqu'actuellement il y a plein d'entreprises qui ne sont pas du tout profitables. C'est une entreprise qui est en croissance, qui a bénéficié d'un effet boom grâce au Covid, mais qui continue à grossir malgré cette période, on va dire, de référence. C'est une entreprise qui est leader dans son marché, donc ça c'est toujours intéressant. En tout cas pour moi c'est un critère toujours intéressant. Donc je l'ai dit, hein, elle croit toujours malgré la référence de benchmark au deuxième trimestre, donc ça c'est très important aussi, ça rassure sur le futur. Donc le cash flow est positif, c'est une entreprise dont le business model est scalable, et donc c'est le but, même si bien sûr il y a des entreprises plus scalables que ça, comme tout ce qui est logiciel, etc., bien évidemment. Et donc voilà, un des aspects, ça pourrait être l'aspect spéculatif sur le titre. On pourrait imaginer qu'une énorme entreprise, soit la distribution qui souhaite se digitaliser et ouvrir un nouveau marché, soit une entreprise du digital, comme on peut imaginer Amazon, qui chercherait à grossir dans l'alimentaire, pourrait tenter une OPA sur ce titre. Alors en sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais l'entreprise, il y a 90% de ses actions qui sont flottantes. Donc pourquoi pas, avec une entreprise qui pèse 14 milliards pour des gens de l'internet, c'est pas délirant de s'offrir une part importante de ce type d'entreprise. Voilà. Donc pourquoi pas cet aspect spéculatif du titre. Les éléments cons, c'est que il y a un mode, mais à mon avis un mode faible pour l'instant. La vraie question, à laquelle je ne sais pas répondre, c'est le coût d'acquisition des abonnés, hein. C'est une entreprise qui nourrit sa croissance au prix
de ristournes importantes pour avoir des consommateurs, pour faire grossir son nombre de consommateurs actifs. Qu'est-ce qui est durable en dehors des périodes d'offres et de promotion? C'est aussi la question. Donc il y a quand même à mon avis un coût d'acquisition des abonnés qui reste en suspens et dont j'ai pas réussi à avoir l'information très clairement. Et puis les éléments comptes, bah, c'est l'effet post-Covid, hein, bien évidemment, la croissance, en tout cas le boom qu'il y a eu en période Covid, bah, va être amené à se ralentir. En tout cas la croissance ralentir par rapport à une année 2020 qui restera une année exceptionnelle. Voilà. Donc à titre personnel, je cherche un point d'entrée optimal, à la fois sur le fondamental et à la fois sur l'aspect technique, mais pour l'instant je ne suis pas actionnaire de cette entreprise. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes actionnaire ou si vous souhaitez le devenir. Voilà. Merci à vous et à bientôt.